On est en 1991. Jeffrey Dahmer perce un trou dans le crâne de Jeremy Weinberger avec un tournevis et injecte de l'acide dans son crâne dans le seul but de faire de lui un zombie. Nécrophile, pédophile, cannibale, homosexuel, toutes les maladies ont été détectées chez lui. Il pouvait passer des lunes de miel avec des morts et les manger. Et quand on lui a posé la question pourquoi les avoir mangés, il répond « Ça me donnait l'impression qu'ils étaient en moi, de façon permanente. J'étais curieux de voir ce que ça ferait. » Comme dirait un certain Chelgoumi, je vous en dis pas plus. Mais je peux pas vous dire plus. Voilà, Qu'est-ce que vous avez vu sur place en approchant? Voilà, désolé. Merci, madame. Mais je rigole bien sûr, on va rentrer dans les détails et on va même rentrer un peu trop. Plongeons-nous dans l'histoire du cannibale de Milwaukee. Salut à tous, c'est Gaza. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'histoire de Jeffrey Dahmer, le collectionneur de Chloé. Bon, c'est vrai, ça c'est moi qui l'ai inventé. Il est plus connu sous le nom du cannibale de Milwaukee. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos sur lui, mais c'est toujours intéressant de faire des vidéos à sa manière, donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps et nous on cavale vers le continent américain. On part dans l'état du Wisconsin, plus précisément à Milwaukee, là où Jeffrey Dahmer est né. Son père Lionel et la mère Joyce Annette étaient très heureux à l'idée de faire une famille ensemble. Ils s'entendaient très bien, alors Joyce, la mère, donne naissance 6 ans plus tard au deuxième, David, le petit frère de Jeffrey Dahmer. Ils grandissent dans une famille stable qui n'a pas de problème financier, une situation familiale totalement ordinaire. Le père Lionel travaillait dans une pharmacie et après avoir terminé ses études, il obtient un doctorat en chimie, puis il déménage avec sa famille dans l'Ohio, là où il déménagera encore 3 fois avant de trouver la bonne maison au milieu d'une forêt au bord de route. Du côté de la mère Joyce, elle s'occupait des enfants et de la maison, une vie familiale pendant cette période d'après les dires du père concernant Jeffrey Dahmer, alors âgé de 7 ans. Il le voyait comme un enfant ouvert qui n'hésitait pas à s'amuser avec les petits de son âge. Ils lui ont même offert un chien qu'il appellera Frusky. Il adorait jouer avec, une bonne ambiance régnait dans la maison, mais vous savez, toute bonne chose a une fin et inversement. Quelques années plus tard, la situation familiale commençait malheureusement à se dégrader avec la mère qui faisait des crises de nerfs. Elle s'en prenait à Lionel, elle ne supportait plus la responsabilité, c'est malheureusement ce qu'il se passe avec les couples pas soudés, ça finit toujours comme ça. Âgé seulement de 10 ans, Jeffrey Dahmer voit sa mère hospitalisée à la suite d'une dépression nerveuse, mais le couple ne divorce pas, ils continuent à vivre ensemble. Pendant ce temps-là, Jeffrey Dahmer commençait à être attiré par les animaux morts, il était curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur et de leur enlever les organes. C'était un délire qu'il s'est tapé seul au fil du temps, qui passait à se balader dans la forêt qui entourait sa maison, mais ce délire va pas en rester là. À sa puberté, il se rend compte qu'il a une attirance non pas envers les filles mais les hommes. Un jour, il voit par sa fenêtre un coureur passer. À cette époque, il devait avoir à peu près 15 ans comme ça. Et en voyant ce coureur, il ressent un sentiment d'envie de l'avoir sur son lit inconscient. Des images qui pervertissent son esprit à tel point d'en avoir mal à la tête. Alors il se dit, je vais faire en sorte de réaliser mes désirs, peu importe le prix. Il trouve une idée qui est d'attendre le coureur derrière un buisson situé juste au bord de la route, et une fois qu'il passera, c'est de le surprendre avec un coup de batte en pleine tête, et ensuite de le ramener dans sa chambre. Il a tout calculé pour mener à bien sa mission, il a enregistré l'heure à laquelle le coureur passe habituellement. Le lendemain, il décide alors de l'attendre derrière le buisson avec sa batte. Les minutes passent, les heures, mais toujours rien. Le coureur ne passera pas ce jour-là, il finit par rentrer chez lui sans le résultat qu'il espérait et il finira par abandonner l'idée. Mais ses fantasmes et son orientation ne fait que d'évoluer jour après jour. Dans son lycée, ses camarades profitent de son humour durant les cours pour se taper des petits moments de rire, parce que faut savoir que notre Jeffrey Dahmer était plutôt blagueur. On a tous eu dans notre classe un camarade qui faisait rire la galerie, mais je pense pas qu'ils terminaient tous par découper les gens avec une machette pour après les plonger dans l'acide.
En seconde année de lycée, il avait l'habitude de se rendre en cours avec des bouteilles d'alcool qu'il consommait durant la journée. Et cette habitude ne le quittera plus jamais par la suite. Il consommait un nombre élevé de bouteilles à son âge. Il disait que ça l'aidait à combattre ces idées sombres qui lui passaient souvent par la tête. Après, d'un côté, je me reconnais concernant les tentations qu'on peut ressentir, surtout pendant l'adolescence, malgré que c'est pas du tout les mêmes tentations que Jeffrey Dahmer. Mais je pense qu'on est tous passés plus ou moins par là durant notre adolescence. Il y a des moments où tu te perds un peu dans tes pensées et tu finis par perdre la raison. Il y a des gens qui réussissent à prendre sur eux et ne pas tomber dans le piège. Et il y en a d'autres qui finissent par céder et passer à l'acte, et dans certains cas, les conséquences peuvent être dramatiques, comme avec le cas de Jeffrey Dahmer. Je suis curieux de savoir dans les commentaires vos périodes dans lesquelles vous vous êtes perdu ou même les moments où vous étiez à rien de vous perdre. Bref, revenons sur notre principal sujet. En 1978, Jeffrey Dahmer obtient son diplôme d'études secondaires, une fierté aux yeux du père, comme on peut le voir sur cette photo avec le petit sourire sur le côté. Concernant Lionel le père, il m'a donné cette impression après avoir lu et relu l'histoire de Jeffrey que c'est un vrai père, il a toujours été là pour son fils. Vous allez voir par la suite, même dans les moments les plus difficiles de Jeffrey, il se donnera du mal à le sortir de certaines situations, là où pas mal de pères auront craqué et tourné le dos à leur fils. Dans cette même année, toujours en 78, Lionel le père finit par divorcer avec Joyce Annette. Il en a eu marre de ses crises de nerfs, il n'y avait plus d'amour, plus cette relation familiale qu'ils avaient au début de leur relation vers les années 60. Lionel décide de partir pendant quelques temps vivre avec sa nouvelle compagne qu'il a rencontrée, le temps que Joyce quitte la maison. Mais pendant ce temps, Jeffrey Dahmer sera tout seul dans la maison car sa mère Joyce Annette avait quitté depuis pas mal de temps la maison en prenant avec elle le petit frère de Jeffrey, David. C'est pendant cette période que Jeffrey Dahmer va commettre son tout premier meurtre à seulement 18 ans sans que personne le sache. Le premier meurtre. On est le 18 juin, un dimanche bien ensoleillé. Ce jour-là, il faisait pas mal chaud. Il roulait tranquillement en voiture. Il n'était pas sorti pour chercher une victime ou quelque chose comme ça, mais pour prendre l'air et profiter du beau temps. Et au cours de cette balade, il voit un jeune faire du stop sur le bord de la route. Tout de suite après, il commence à ressentir ses pulsions remonter et s'imagine toutes les choses qu'il pourrait réaliser avec lui. Ses pulsions sont plus fortes que lui, alors il décide de faire demi-tour vers le jeune qu'il ignore la suite qui l'attend. Ce jeune homme s'appelle Steven X, âgé de 18 ans. Il faisait du stop pour se rendre à un concert de rock. Il voit un véhicule s'arrêter à sa hauteur. Il demande de se faire déposer. Jeffrey Dahmer accepte avec un objectif bien précis en tête, qui est de le ramener chez lui. Au cours du trajet, ils vont parler d'un peu tout, de leur vie, de ce qu'ils font. Le courant passe bien. Jeffrey, pendant la discussion, trouve le bon moment de lui proposer la demande fatale qui est de venir chez lui boire des verres tout en lui promettant de le déposer par la suite. Tout souriant, Steven X accepte. Alors Jeffrey le conduit dans sa maison où ses parents ne vivaient plus. Ils vont parler pendant une bonne heure du concert qu'ils comptaient regarder, de leur vie privée. Puis Steven X, en voyant que la discussion touchait à sa fin, il lui fera part de son envie de partir, mais Jeffrey s'est dit qu'il était parti trop loin pour laisser cette occasion lui passer sous le nez. Il prend alors une haltère et par derrière, il lui casse le crâne avec. Steven X, qui était assis sur le canapé, s'effondre mais toujours pas mort, mais inconscient, il perdait beaucoup trop de sang. Jeffrey décide de l'étrangler à mort. À ce moment-là, il commettait son tout premier meurtre et ressentait des sensations qu'il n'a jamais ressenties auparavant. Après ça, il déplace le corps de Steven X dans une pièce à l'arrière de la maison et abuse de lui et le découpe violemment avec un couteau de boucher. Faut savoir, des années après avoir découvert les corps des victimes, la police a passé la pièce au luminol à la recherche de taches de sang. Ils découvriront que toute la pièce était recouverte de sang. C'est pour vous dire la violence de la mutilation. Ensuite, après avoir découpé le corps en plusieurs morceaux, il les met dans plusieurs sacs poubelles, ces fameux sacs poubelles noirs qui font flipper. Quand j'en vois dans des endroits isolés,
Je me dis que ça se trouve, il y a des restes humains, je sais pas vous, mais moi ça me fait flipper. Jeffrey, en voyant la nuit tomber, il décide alors d'enterrer les sacs à côté de sa maison. Comme vous pouvez le voir, la maison de Dahmer est quand même bien isolée, ce qui est utile pour une personne qui travaille dans l'ombre à l'abri des regards. 3 jours après avoir enterré les sacs, l'odeur devient insoutenable. Le corps en décomposition de Steven X a attiré des mouches et des vers partout à l'endroit des sacs. Alors Jeffrey décide en pleine nuit de se débarrasser des restes à la déchetterie à quelques kilomètres de chez lui. Il charge son véhicule pour s'y rendre, mais sur le trajet, il tombe sur un contrôle de police et se fait arrêter pour un test d'alcoolémie alors que le coffre de sa voiture est chargé comme jamais. Je sais pas si c'est naturel, mais à chaque fois, Jeffrey Dahmer ne montre aucune émotion. Il suffit de voir les interviews où on voit très clairement l'expression de son visage qui vous fait penser à celui qui s'en fiche royalement de ce qui se passe. Il n'est pas atteint par ce qu'il se présente à lui. Alors pendant le contrôle, il laisse rien paraître d'anormal sur son comportement, alors les agents le laissent partir après avoir passé le test d'alcoolémie. Il y en a qui trouveront pas ça normal que les agents n'aient pas fouillé son véhicule alors qu'il transportait un corps qui émettait une odeur horrible. Mais les gars, faut prendre en compte plusieurs éléments. Comme c'était la nuit, peut-être ils n'ont pas forcément vu les sacs ou même pas senti l'odeur puisqu'il roulait sûrement les fenêtres ouvertes et ça a dû camoufler le tout. Ou même il a pu tomber sur des flemmards qui se limitent à te mettre la machine dans la bouche et si tout est bon, ils te laissent partir. Je sais, à cette époque, il n'y avait pas de machine, mais tu m'as compris. Revenons sur Jeffrey. Après s'être débarrassé du corps, il gardera quelques restes qui réduira en miettes avant de les jeter 4 ans plus tard dans le but de ne plus être sous la menace d'une quelconque liaison avec ce meurtre. Une fois débarrassé de ces derniers éléments, il reprend son train de vie habituel. Je sais pas si vous vous imaginez, il a tué une personne et reprend sa vie comme si de rien n'était. Il se fond dans la société, parle, rigole avec des personnes qui ne savent pas qu'il a assassiné quelqu'un. Moi je trouve ça très spécial, je n'arriverai pas à l'expliquer très bien, mais je vais vous faire un exemple. Comme je suis un physicien, bien entendu je vais prendre en compte que les gens ne savaient pas qu'il avait assassiné une personne avant ça, mais je vois ça comme si vous avez tué des personnes âgées dans une maison de retraite devant une infirmière, mais elle garde le silence parce que vous êtes un beau garçon et qu'elle veut avoir une liaison avec vous. En gros, elle s'en fiche de ce que vous faites, elle pense qu'à ses besoins. La société est-elle égoïste? Certainement, mais comme dirait Shelgoumi, j'en dis pas plus. Mais je peux pas vous dire plus. Voilà, pardon. Revenons sur Jeffrey Dahmer. Après avoir assassiné Steven X, il ne ressent plus cette envie de tuer, comme si ça lui avait calmé cette folie en lui. Quelques mois plus tard, son père qui s'était mis avec une nouvelle femme décide de revenir à la maison pour s'installer. Il tombe sur Jeffrey, ils se disent bonjour et le père lui demande où est passée ta mère et ton frère. Jeffrey lui répond, elle est partie avec David je ne sais où. En effet, la mère avait décidé de prendre avec elle le petit frère de Jeffrey Dahmer et faire une nouvelle vie en laissant derrière elle le père Joel avec qui elle ne s'entendait plus. Du côté du père Joel, une fois qu'il s'est installé dans la maison, il a essayé d'orienter son fils et de l'inscrire dans une université. Jeffrey accepte d'intégrer l'université, mais au fond il s'en bat les claouilles des études. Il est aperçu complètement bourré dans l'université. Il avait l'habitude à la fin des cours de partir vendre son sang à des hôpitaux pour de l'argent qui lui permettra de se défoncer à la Lubulul. 8 morts, 6 blessés. Je pète ma bière, ma Lubulul. En voyant son fils avec un manque d'engagement, il lui dit « Viens là, je vais te parler. Tu n'es pas motivé, tu n'as pas l'envie et avec cette mentalité, tu partiras nulle part. Jeffrey, les portes sont en train de se fermer et les opportunités, t'en as pas à l'infini. » Comme vous pouvez voir, son père se faisait du souci pour lui. Il essayait tant bien que mal de l'orienter dans la bonne direction en lui parlant. Pour ma part, c'était plus comme ça que mes parents me faisaient comprendre quelque chose. Mais le père Joel n'est pas comme ça. Il préfère lui faire comprendre avec le dialogue, non pas avec la peur.
Après avoir vu que ça lui réussissait pas à l'université, il lui propose de s'engager dans l'armée pour qu'il soit entouré de personnes qui sont capables de l'encadrer. Et pour voir son fils changer, c'est vraiment ce qu'il souhaitait. Jeffrey Dahmer acceptera, alors il intègre l'armée, il part au Texas et passe une sorte de formation avant d'être envoyé par son régiment en Allemagne pour une mission. Mais ses supérieurs vont très vite remarquer qu'il en a rien à battre des règles qu'on lui impose. Dans son dossier, plusieurs signalements seront inscrits. Parmi ces signalements, bien évidemment, alcoolisme, refus de se soumettre aux ordres et j'en passe. Il y a eu aussi un fait qu'ils ont essayé d'étouffer et n'ont pas marqué dans son dossier. Il avait été placé dans une chambre qu'il partageait avec un jeune soldat, puis un jour, il décide de se jeter sur lui avec son mètre 85. Il prend facilement le dessus sur le jeune de 17 ans, attaché au lit et abusé. Il profitera de lui à plusieurs reprises jusqu'au jour où le jeune décide de sauter par la fenêtre pour s'échapper de lui. Le jeune dira tout à ses supérieurs qu'ils ne prêteront aucune attention à ce qu'il dit. Jeffrey abusera aussi d'un autre soldat en lui mettant un somnifère pour qu'il s'endort et profiter de lui. Ça vous donne une petite idée du personnage. Par la suite, il sera renvoyé de l'armée et repart aux États-Unis. Il préférera ne pas le dire à son père. Pendant une période, il dormira chez sa grand-mère qui vivait à Miami. Il trouvera un petit travail dans un restaurant tout en gardant ses habitudes d'alcoolique. Ça lui est arrivé de partir à l'église du coin accompagné de sa grand-mère. Au premier regard, Jeffrey Dahmer avait l'air d'avoir changé, mais pas du tout. Ce mode de vie ne le change pas suffisamment. Progressivement, ses pulsions sataniques reviennent. Il vole un mannequin dans un centre commercial et passera ses nuits avec. Vous imaginez bien ce qu'il faisait durant ces nuits. Et commence à adopter une habitude de sortir en soirée et à rencontrer des gens dans des bars d'homo. Et plus le temps passe, plus les idées sombres prennent le dessus sur lui. La plupart des homos du secteur le trouvaient charmant, donc c'était pas compliqué pour lui d'en piocher un parmi eux et de le ramener chez lui. On est en septembre 1987. 9 ans et demi s'est écoulé depuis son dernier meurtre. Jeffrey Dahmer se rend un soir dans un bar gay dans l'optique de rencontrer quelqu'un et il ne tarde pas à trouver ce qu'il cherche. Il croise Steven Toomey, un type qui cherchait lui aussi à fréquenter dans les bars. Ils discutent ensemble, ils font connaissance. Jeffrey lui offre un verre, ce qui est totalement suffisant pour ce genre de personne, et quelques minutes après, il décide d'aller à un hôtel, une invitation venant de Jeffrey Dahmer. J'ai mis quelques somnifères dans son verre pour qu'il ne soit pas conscient. Je voulais seulement passer la nuit avec lui. Le lendemain matin, à mon réveil, mes bras étaient couverts d'ecchymose. Sa poitrine l'était aussi, et un filet de sang s'écoulait de sa bouche. Il était suspendu au bord du lit. Je ne me rappelle pas l'avoir tué, mais c'est probablement ce qui est arrivé. Ensuite, après l'avoir étranglé, il stresse un peu parce que c'était pas prévu ce qu'il venait de faire et de plus, il devait rendre les clés de la chambre vers l'après-midi. Alors il pensait à comment se débarrasser du corps sans que personne ne s'en rende compte. Et finit par trouver une idée. Il descend de l'hôtel et se rend dans un magasin et achète une grande valise dans laquelle il mettra le corps de Steven Toomey avant d'embarquer la valise dans un taxi et de repartir chez sa grand-mère là où il découpera le corps dans la cave. C'est là que je suis devenu vraiment obsédé. Après son deuxième meurtre, il a décidé de ne plus réprimer ses désirs sexuels. Il est déterminé à se satisfaire en cédant à ses pulsions. À partir de ce moment-là, sa vie est devenue une poursuite constante de plaisirs érotiques. Comme vous l'avez entendu, il décide de se mettre en roue libre et de ne plus lutter contre ses addictions. Il veut clairement exprimer l'œuvre de Satan. Après s'être débarrassé du corps de Steven Toomey à la poubelle, maintenant il passe un cap. Dans sa tête, c'est très clair. Son objectif, c'est à peu près le même processus, c'est de se rendre dans des boîtes et de faire connaissance avec des gays, puis de les ramener à l'hôtel et de profiter d'eux avant de les découper et de se débarrasser de leur corps. Peu de temps après, il rencontre un petit de 14 ans, James Dockstator, qui se prostitue pour un peu d'argent à côté d'un arrêt de bus. En le voyant, il lui demande « Que fais-tu ici ?» James lui répond « Je propose des faveurs », puis il lui file $50 pour le ramener chez sa grand-mère. Il accepte. Sans que sa grand-mère ne se rende compte,
il fait descendre James Dockstator dans sa cave, lui fait toutes sortes de choses et l'étrangle, il perd connaissance puis il meurt sous la pression exercée. Faut savoir que la plupart des tueurs en série sont des déviants sexuels et des psychopathes qui ne ressentent pas les mêmes sentiments que vous allez ressentir par exemple lors d'une tragédie. Si par exemple la mère d'un tueur en série venait à perdre la vie, n'attendez pas qu'il verse une larme, vous allez attendre longtemps pour rien. Ils ne ressentent pas les mêmes émotions qu'une personne normale et c'est pour ça qu'ils commettent des actes aussi barbares. Non seulement d'être un psychopathe, Jeffrey Dahmer était un véritable nécrophile. Il voulait avoir des rapports avec des gens inconscients ou décédés, c'est pour vous donner une petite idée des dingueries qui étaient réunies dans sa tête. Après son dernier meurtre, Dahmer fait preuve d'imagination car la manière de comment il se débarrassait des corps jusqu'à là ne le rassurait et ne le satisfaisait pas. Lui, ce qu'il voulait, c'est de garder ses victimes pour toujours auprès de lui. Il avait une grande peur de la solitude. Il y a des gens, pour pas se sentir seul avant de dormir, ils se prennent une peluche ou un truc comme ça. Lui, non, pas du tout. Il t'attrapait, t'arrachait la tête après avoir abusé de toi et gardait ta tête auprès de lui et ça le rassurait. C'est pour vous dire comment il n'apercevait pas du tout les choses de la même façon que des gens ordinaires. Malgré qu'à plusieurs reprises, il a voulu arrêter tout ça, mais c'était comme plus fort que lui. Par la suite, Dahmer trouve un moyen pour se faciliter la vie. Une fois qu'il voudra se débarrasser d'un corps, au lieu de le découper en plusieurs morceaux, d'en mettre partout et de porter des sacs pour les jeter aux ordures, il décide de se procurer un contenant de 250 litres qui remplit d'un acide puissant. Pour se débarrasser du corps de James, l'acide agit en quelques minutes, il dissout la chair et laisse que des petits bouts d'ossements qu'il enterrera dans le jardin de sa grand-mère. En parlant de sa grand-mère, malgré qu'elle a 70 ans, elle sent des odeurs depuis un bout de temps, elle lui fait part de son ressenti, il lui répond en lui promettant d'arranger les problèmes d'odeur, mais là aussi Jeffrey Dahmer baratine encore son entourage. À peine 2 mois plus tard, son obsession a bien évolué depuis. Maintenant, il n'hésite pas à enchaîner les assassinats. Le 23 mars 88, il rencontre dans un bar de Milwaukee Richard Guerrero qui avait 23 ans. Toujours avec la même manière, il engage la discussion avec délicatesse. Il lui pose toutes sortes de questions. Tu as l'habitude de venir ici, t'habites où? Et Guerrero, comme il était paumé, il se laisse entraîner dans la discussion. Et Jeffrey, avec son expérience dans le domaine, il tarde pas à remarquer qu'il y a un coup à faire. Il lui propose en échange d'un billet une séance de photos chez lui en étant nu. Et comme je vous ai dit, Guerrero était claqué dans tous les sens, même financièrement, il accepte facilement, puis il sera conduit dans la cave, là où il sera fisté, puis il l'étrangle après lui avoir mis une dose de somnifère dans son verre. Jusqu'à maintenant, Jeffrey n'a pas eu d'imprévu dans ses meurtres, mais vous allez voir par la suite, j'en dis pas plus. Comme je vous ai dit, depuis, il a changé de méthode. Pour se débarrasser des corps de ses victimes, il les plonge dans l'acide. Mais depuis son dernier meurtre, il a vidé le contenant car ça dégageait une odeur très forte et ne l'a pas re-rempli depuis. Alors il reprend ses anciennes habitudes. Il prend une machette et met des gros coups dans le corps de Guerrero pour sectionner les membres. Puis, il met tout dans des sacs et les jette à la poubelle. En attendant que les éboueurs passent, il s'occupe de nettoyer la cave. Parce qu'à ce moment-là, il y en avait vraiment partout. Il sait que cette manière de se débarrasser des corps n'est pas la plus efficace et la plus discrète. Et les conséquences ne vont pas tarder à tomber. La grand-mère, en sentant encore une fois une rafale d'odeur, Checkez-moi ça, la rafale! elle se dit non, cette fois-ci, je vais pas laisser passer ça. Du haut de ses 70 ans, elle marche en mode déterminé vers lui et lui demande « Qu'est-ce que tu fais dans ma cave? Pourquoi ça sent aussi mauvais dans la maison ?» La grand-mère, au bord du craquage, décide d'appeler son père Lionel pour qu'il vienne constater par lui-même les bizarreries de son fils. Le père, en entrant dans la cave, il découvre des bouts de chair visqueuse qui ont été au contact de l'acide. Il lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Jeffrey lui répond avec un calme digne des plus grands « Je fais des tests sur des animaux pour des études. » Lionel, pas très convaincu, par la suite, il lui demandera de faire ses affaires et de partir de chez sa grand-mère. C'est ce qu'il fera. Donc maintenant, Jeffrey Dahmer n'a plus où dormir.
mais il ne tarde pas à trouver un appartement avec l'aide de son père. Au 924 North Street à Milwaukee, l'appartement de l'horreur, là où une mini-boucherie sera découverte. Vous avez sûrement tous vu la série Jeffrey Dahmer sur Netflix. Ce long couloir où tous les voisins se demandent qu'est-ce qui se passe avec ce mec louche. Et bah c'est là qu'on se retrouve. Le voilà dans son appartement numéro 213, entièrement à lui. Les opportunités sont nombreuses. C'est là où sa carrière de collectionneur de membres va commencer. Il avait l'habitude de garder que les parties qui l'intéressaient, comme les testicules, les têtes, les oreilles, les pieds. Était-il un féchitiste? J'en dis pas plus. Mais je peux pas vous dire plus. Mais je veux juste rajouter la manière de comment il conservait les membres. Soit il les conservait dans des marmites, ou soit dans des boîtes à chaussures, ou soit il gardait des parties de votre corps en poster pour bien dormir. Mais ne nous pressons pas, ça c'est après. Là, on vient tout juste d'être dans la période de l'emménagement de Jeffrey Dahmer dans son appartement 213. Une fois qu'il a terminé de placer ses affaires dans son nouveau chez lui, il se dit c'est le moment de profiter à fond de mes fantasmes. Plus besoin de faire attention à la grand-mère qui râlait une fois qu'elle sentait une odeur ou me voyait ramener des gens à la maison. Là, j'ai mon appartement et je compte bien en profiter. Quelques jours après son emménagement, il se balade dans la rue et tombe sur un petit garçon de 13 ans qui est son Cinta Sonphone. Ensuite, il va lui proposer de l'argent pour venir chez lui. Jeffrey Dahmer, c'était quand même la seule personne dans le monde à te donner de l'argent pour venir chez lui. On se demande pourquoi. Mais Caisson, il était trop petit à ce moment-là pour comprendre l'anomalie. Alors il finit par accepter. Une fois chez lui, Jeffrey lui fait boire un somnifère. Peu de temps après, Caisson ressent les effets du somnifère qu'il a bu et finit par réaliser la supercherie. Il décide alors de s'enfuir en vitesse pour prévenir ses parents. Une fois les parents prévenus, il contacte immédiatement la police qui l'arrêteront. C'était trop rapide pour Jeffrey Dahmer. Il n'a pas anticipé la réaction du petit. Par la suite, il sera placé en garde à vue. La police se disait que c'était qu'un petit pervers parmi tant d'autres, mais qui ferait du mal à personne. Il a juste tenté d'approcher un petit. Ils ignoraient toujours que Dahmer avait tué plusieurs personnes. Après une semaine de détention, il sera relâché en attendant son jugement final. Déjà les gars, retenez, c'est la première boulette de Jeffrey Dahmer qui lui aura coûté un petit séjour en zonzon. Mais vous savez très bien que les tueurs en série ne se font pas intimider par les barreaux. À sa sortie, il reprend de plus belle et rencontre dans une boîte Anthony Sears, 26 ans, avec le même procédé. Il lui pose ses questions et termine avec une proposition de venir chez lui. Anthony accepte, mais Jeffrey, depuis sa détention, il se sent surveillé. Il pense que la police l'espionne dans la zone où il habite, alors il décide de le ramener discrètement dans la cave de sa grand-mère, comme il avait toujours les clés. Il l'endort, abuse de lui, l'étrangle, le met dans l'acide après l'avoir décapité et lui avoir coupé son entrejambe. Et il repartira chez lui avec la tête et les parties génitales d'Anthony. Ensuite, il ne commettra plus de meurtre jusqu'à son jugement. Le jour de son jugement, il se présentera avec un costume. Il sera en mode chic type, une image d'un homme sérieux. Mais personne ne savait derrière tout ça les atrocités qu'il avait commis. Il avait déjà tué 5 personnes. C'était un vrai boucher complètement starbé. Ensuite, il s'expliquera devant le juge et le verdict tombera. Il sera simplement condamné pour attouchement sur mineur et condamné à 1 an de liberté surveillée. En gros, la liberté surveillée, c'est qu'il a le droit d'être en liberté, mais une fois le soir tombé, il devait passer ses nuits en prison. Condamné à 12 mois, il en fera au final 10 pour bonne conduite. Une fois qu'il a payé ses dettes envers l'État, il sera complètement relâché le 2 mars 1990. C'est là qu'il va nous faire une Ryuga et va commettre 12 meurtres en quelques mois. Et je sais pas pourquoi il ne l'a jamais précisé dans ses interviews, mais il ciblait souvent des Afro-Américains. Était-il raciste? Tu l'as dit. Oui. Tu l'as dit, t'es raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Hein? T'es raciste. Oui. T'as un problème avec Mohamed? Moi, en tout cas, j'en dis pas plus. Mais je peux pas vous dire plus.
20 mai 1990, il rencontre Rémi Smith dans un bar, il le ramène chez lui dans l'appartement 213, le fait dormir, l'étrangle, abuse de lui, le découpe à la machette, le plonge dans l'acide, mais cette fois-ci, il garde seulement le crâne de Rémi Smith. C'est le premier meurtre dans son nouvel appartement. Ensuite, un mois plus tard, il ramène chez lui Edward Smith, 27 ans, qui avait l'habitude de fréquenter les bars du coin. Il sera endormi sous somnifère, lui aussi est mis dans l'acide. Ensuite, Caroline, la sœur d'Edward, recevra un appel masqué qui dit « Ne vous prenez pas la tête à le chercher, il est mort, je l'ai moi-même buté ». À ce moment-là, la sœur a dû être choquée d'apprendre de cette manière que son frère s'est fait assassiner de la part d'une personne qui l'appelle de nulle part. Mais Jeffrey Dahmer s'en bat littéralement les clés. Oui, lui, ce qu'il veut, c'est de ne plus être seul, de garder ses victimes le plus longtemps auprès de lui pour ne pas ressentir une solitude et une abandon, et d'assouvir ses désirs sexuels. Après ce meurtre, Jeffrey Dahmer va innover. Il voit que c'est trop répétitif d'endormir les gens, de les étrangler et de les découper. Il va donc changer légèrement sa manière. Le 3 septembre 1990, Ernest Miller, 22 ans, vient de sortir d'une librairie et rencontre Jeffrey. Ils discutent et Jeffrey lui propose de l'argent pour une séance photo. Ernest accepte, il est alors conduit dans son appartement. Une fois à l'intérieur, Jeffrey lui assène un violent coup de couteau fatal au niveau du cou. Ernest s'effondre. Puis, il le découpe au couteau et le met dans l'eau bouillante. Cette fois-ci, avec la chaleur qu'il faisait pendant cette période de l'année à Milwaukee, l'odeur se fera rapidement sentir dans tout le bâtiment. En même temps, c'est normal, on a Jeffrey Dahmer qui s'en fiche des odeurs. Lui, ce qu'il veut, c'est de profiter des cadavres de ses victimes, même à la limite de la décomposition. Mais dans l'immeuble, les gens ne sont pas starbés comme ça. À peine qu'il venait d'arriver dans l'immeuble que les voisins se posent déjà des questions sur lui. L'odeur à ce moment-là était tellement forte que le gardien de l'immeuble a été voir Jeffrey pour lui demander ce qu'il se passait et qu'il y a eu des plaintes du voisinage concernant cette odeur infecte. Et Jeffrey Dahmer répondra « Oui, désolé, j'ai stocké de la viande qui a pourri, je vais m'en débarrasser, ne vous en faites pas ». Après ça, il réussit à faire passer la situation pour un simple oubli et ne tarde pas à tuer de nouveau. Il rencontre David Thomas. Avec toujours la même façon, ils font connaissance, puis la proposition, puis l'appartement, puis le somnifère, l'étranglement, la découpe et le fait fondre dans l'acide. Je sais pas si vous imaginez le nombre de personnes qu'il a tuées en si peu de temps, ça devait être lassant. D'ailleurs, même lui, il dira lors d'une interview qu'à ce moment-là, après avoir tué David Thomas, il s'était lassé de toutes ces tueries. Mais le truc de fou, c'est la police. Pendant que Jeffrey se faisait des guirlandes avec les testicules de ses victimes, j'en suis sûr que la police à ce moment-là se tapait des Danottes crème chocolat en matant des films de... Une fois que Jeffrey a décimé la moitié de la population des États-Unis, non, j'abuse là. Mais après avoir tué pas mal de monde, il décide d'arrêter, il trouve que ça tourne en rond, il n'y a plus vraiment de plaisir à ce qu'il fait. Alors, de septembre 1990 à février 91, il ne tuera plus, il s'occupera à lire des livres et à fantasmer sur toutes les photos qu'il a prises de ses victimes. Il avait toutes sortes de photos, des torses humains, des têtes, des photos de victimes dans des positions qui laissent perplexes. Aussi, pour s'occuper, il avait un frigo avec des têtes, des organes, toutes les choses qui donnent envie de manger en ouvrant un frigo. Mais attendez, c'est pas terminé. En regardant toute cette mosaïque autour de lui, ça lui a donné faim. Justement, tout l'inverse d'une personne normale. Après cette petite mi-temps, il décide de reprendre sa cueillette d'humains. Ce meurtre que je vais vous raconter, je vous l'ai déjà raconté au début de la vidéo. C'est celui qui se fait injecter de l'acide dans le crâne, mais je voulais pas détailler. Après, peut-être il y en a parmi vous qui veulent que je leur épargne les détails. Je vous invite à passer 20 secondes de la vidéo si vous vous sentez pas bien. Revenons sur notre histoire. Un jour, Jeffrey Dahmer croise Jeremy Weinberger, 23 ans, originaire de Porto Rico. Ils travaillaient dans un magasin de vidéos et finissent les deux par se rencontrer, puis ils discutent. En voyant qu'il est assez ouvert, il lui propose de passer le week-end chez lui. Jérémy accepte
avec un grand sourire, mais il ne sait pas ce qui l'attend. En arrivant chez lui, il est frappé par une odeur de malade et il lui pose la question « c'est quoi qui sent comme ça ?» Et il lui répond que c'est le frigo qui est tombé en panne et la viande qui est à l'intérieur a pourri, je vais pas tarder à tout jeter, ne t'en fais pas. Assez convaincu par ses dires, Jérémy s'assoit sur le canapé, puis Jeffrey lui fait boire un verre contenant du somnifère et sous les effets, il finit par dormir. Jeffrey décide alors de tenter quelque chose pour le garder vivant. D'après ses dires, il voulait à partir de ce moment rendre ses victimes des zombies. Il lui injecte de l'acide dans le crâne après lui avoir percé le crâne au tournevis. L'injection a plongé Jérémy Weinberger dans le coma et il décédera 2 jours plus tard. Mécontent du résultat, en même temps je sais pas il s'attendait à quoi, Dahmer se dit pourquoi pas le goûter pour qu'il reste dans mon ventre et en même temps ça lui procurait une satisfaction. Il met alors quelques bouts du corps à la cuisson et le déguste délicatement et repart s'allonger en se disant qu'il est dans son ventre. C'est comme ça les gars, chacun a des fantasmes très chelous. Même vous qui regardez la vidéo, vous devez en avoir, en espérant juste que c'est pas les mêmes que ceux de Dahmer. Après ce meurtre, il attendra pas longtemps pour le suivant. Cette fois-ci, c'est un petit garçon âgé de 14 ans, un certain Conrad Sinta-Sonfort. Oui, c'est bien le grand frère de Caisson Sinta-Sonfort, le petit garçon qui a échappé à Jeffrey quelque temps avant. Je sais pas comment il a pu retomber cette fois-ci sur son grand frère. Vous vous imaginez les probabilités que ça arrive, ils sont limite inexistants. Jeffrey lui propose de l'argent pour qu'il vienne chez lui. Le petit accepte, il sera lui aussi endormi au somnifère, abusé avec une totale maîtrise. Jeffrey, maintenant qu'il a l'habitude de cette pratique, il décide de ne pas le tuer maintenant. Il préfère boire une petite bouteille, mais comme il n'y en avait plus, il décide alors de partir en acheter dans un petit magasin à côté en pensant que le petit ne se réveillera pas. Mais justement, c'est ce qu'il se passera. Conrad sort dans la rue complètement nu, à moitié conscient sous l'effet du comprimé. Il sera vite récupéré par les habitants. Une voisine le couvre et appelle la police. À son retour avec son pack de bière, Jeffrey voit Conrad entouré de policiers avec une voisine qui leur explique comment elle a découvert le petit. De son côté, Jeffrey va vers eux pour essayer de désamorcer la situation en leur disant « Ne vous inquiétez pas, c'est mon copain, il est juste parti un peu trop fort sur l'alcool, ne vous en faites pas, je vais le ramener à la maison. » La police ne se rend même pas compte de l'âge du petit, il pensait qu'il était majeur alors qu'il avait seulement 14 ans. Il était tellement dans les vapes, Conrad, qu'il ne comprenait pas la situation, il ne disait pas un mot. Ils finissent par accompagner Dahmer et Conrad jusqu'à l'appartement convaincus de leur relation. Une fois arrivés, Jeffrey leur montrera des photos qu'il a prises du petit pour prouver aux policiers que tout va bien. Une fois que les agents sont partis, Dahmer verrouille la porte et étrangle à mort le petit Conrad. Puis il lui perce aussi un trou dans le crâne et lui injecte cette fois-ci de l'eau bouillante pour voir s'il ne reviendra pas à la vie. Après quelques minutes d'espérance, il finit par réaliser que c'est foutu. Il décide alors de le découper et de le mettre dans l'acide et de se débarrasser des restes le lendemain aux ordures. Sans le savoir, les policiers avaient condamné à mort Conrad en le laissant avec Dahmer dans son appartement. Ensuite, toutes les victimes que je vais décrire vont tous périr de la même manière, alors je vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous décrire les profils des victimes. Errol Lindsay, 19 ans, c'est le premier à avoir été victime du forage de crâne de Dahmer. Dahmer précisera aux enquêteurs qu'une fois lui avoir percé le crâne et lui avoir injecté de l'acide, il s'est réveillé affolé de douleur avant d'être étranglé et découpé. Curtis Stroger, 17 ans, il vivait au moment des faits chez sa grand-mère après avoir perdu son emploi d'infirmier auxiliaire. Il continuait ses études à l'université et avait l'intention de devenir mannequin. Après avoir croisé le chemin de Dahmer, il se fera découper et mis à la poêle avant d'être dégusté. Et ouais, je vous ai dit que ce mec c'est un starbé. Il mangeait les gens qui avaient une vie joyeuse avec un grand sourire. Anthony Hughes, 31 ans, il avait perdu l'audition en raison des effets secondaires des médicaments qu'il a reçus lorsqu'il était enfant. Mais tout ça ne lui a pas empêché plus tard d'être diplômé. Il continuait ses études dans une université dans le Wisconsin et pratiquait durant ses
ses temps libres du mannequinage, c'était un mannequin. Il tombera lui aussi dans le piège de Dahmer. Joseph Brehoff, 25 ans. Il était marié et père de 3 enfants. Il venait d'emménager à Milwaukee pour trouver un emploi et répondre aux besoins de sa famille. Joseph Brehoff était la 17e et la dernière victime de Dahmer. Il a été payé par ce dernier pour prendre des photos nues. Il a été drogué puis étranglé et finalement décapité par Dahmer qui a gardé par la suite son torse et son crâne dans le frigo. Il avait une méthode très efficace de comment aborder les personnes et aussi d'identifier ceux qui sont le plus susceptibles de tomber dans le panneau. Mais Jeffrey Dahmer commettra une faute qui le conduira directement à sa capture et le fera rentrer dans la légende des tueurs en série américains. Après avoir tué toutes ses victimes, Dahmer va se faire surprendre par un certain Tracy Edward, 31 ans, un soir du 22 juillet 1991. Ce dernier a rencontré Dahmer dans un bar et a été invité à passer la nuit chez lui. Tracy a accepté l'invitation, puis une fois que Dahmer lui a ouvert la porte de son appartement, Tracy a tout de suite après ressenti une odeur de putréfaction horrible qui le fait reculer. À ce moment-là, il a tenté de s'enfuir, mais Dahmer le tenait par la main en essayant de le convaincre de rester. En voyant que sa victime se débattait, il sort alors un long couteau et le menace de l'ouvrir en deux s'il ne coopère pas. Ensuite, il le menotte en le faisant rentrer chez lui. Il aperçoit un torse humain et des membres sectionnés à même le sol. Il comprend qu'à ce moment-là, c'était sa vie qui était en jeu. Une fois qu'il s'est tourné Dahmer pour prendre quelque chose, Tracy se précipite vers la porte de sortie en courant totalement paniqué dans la rue de ce qu'il venait de voir et croise une patrouille de police et leur explique et les conduit chez Dahmer. La police tente de comprendre ce qu'il se passe, toque à l'appartement 213. Dahmer ouvre et lui font part de leurs envies de voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'appartement. Tracy, avec les agents complètement hystériques, les pousse à rentrer. Dahmer refuse en leur disant « Vous n'avez pas de mandat de perquisition, je vois pas pourquoi je vous laisserai rentrer ». Alors une lutte violente commence avec la police qui réussissent à maîtriser Jeffrey complètement affolé. Jeffrey le sait que c'est la fin. En entrant dans l'appartement, les agents n'en reviennent pas. Des têtes seront découvertes, des bras, des mains. Au fond d'un placard sera aussi découvert un bocal dans lequel il y avait des pieds et des pénis en décomposition. Dans le congélateur, ils verront 2 torses humains et dans des sortes de barils remplis d'acide sera découvert aussi des membres. Après ça, une équipe de police avec des combinaisons se rend sur place pour vider l'appartement, pour récolter le maximum de preuves et trouver des noms à ses victimes. Ensuite, Dahmer sera emmené en interrogatoire durant 6 semaines. Il déballera tout ce qu'il a fait, comment il s'y prenait pour attirer ses victimes chez lui. Ses aveux font 159 pages dans lesquelles tous les assassinats qu'il a commis depuis 13 ans sont détaillés. Dahmer, pour sa défense, plaidera coupable en évoquant l'aliénation mentale. En gros, il se dit comme être une personne qui a des problèmes psychologiques qui ont fait en sorte de le pousser à commettre tous ces massacres. Le jour du verdict. Lionel Dahmer, le père, est dans la salle d'audience. Il comprend pas ce qu'il se passe. On lui avait juste dit que ton fils avait tué quelqu'un sans plus. Accompagné de sa nouvelle épouse, il se dit mais qu'est-ce qui est en train de me tomber sur la tête? Lui qui ne savait rien de tout ça depuis toutes ces années, il aurait jamais cru que son fils était un tueur en série qui mangeait ses victimes. Une fois qu'il apprend toutes les horreurs que son fils a fait, il était complètement choqué. Les avocats de Dahmer le savent. Si ils veulent le faire juger pour aliénation mentale, ils doivent prouver qu'il a une maladie qui l'empêche de faire la différence du bien et du mal. Mais les avocats vont avoir pour argument une fausse défense. Ils vont déclarer avec des preuves à l'appui que Jeffrey était un nécrophile et avait l'envie de coucher avec des cadavres et l'envie insoutenable d'avoir des rapports avec eux. À première vue, ça prouve qu'il est complètement maboule ce type, mais aux yeux de la justice, ça ne prouve pas qu'il a un déficit mental à un point de l'empêcher de faire la différence du bien et du mal. Donc, c'est une anomalie considérée comme dans la catégorie des fous, mais pas recevable pour expliquer les actes. Ensuite, le juge donne la parole aux proches des victimes qui sont totalement hystériques.
La femme que vous venez de voir, c'est la sœur de Errol Lindsay, le jeune de 19 ans, qui s'est fait percer le crâne par Jeffrey Dahmer avant de lui avoir injecté de l'acide dans le crâne tout en étant conscient. Je sais pas si vous avez vu le juge derrière, il s'est pas posé de questions, il s'est direct barré malgré qu'il est dans un endroit sécurisé rempli de Hendek. On appelle Hendek. Y'a les Hendek qui arrivent. Après un long moment d'attente pour savoir le jugement, le verdict tombe. 10 des 12 jurés considèrent Dahmer comme étant totalement sain d'esprit et sera condamné à une peine de 938 ans de prison. La fin de l'histoire sanglante du cannibale de Milwaukee. Incarcéré dans la prison de Columbia, il fera seulement quelques années de prison avant d'être pris pour cible par un codétenu qui lui assène plusieurs coups de barre en fer dans la tête. Il mourra pendant son transfert à l'hôpital. Je sais que dans la série, le codétenu tue Jeffrey Dahmer avec une haltère, mais d'après les informations, c'était avec une barre en fer. Mais après tout, le résultat reste le même, alors on s'en fiche un peu. Jeffrey Dahmer laissera derrière lui cette image qu'on a tous de lui, d'un tueur en série sanglant et complètement flippant qui n'hésitait pas à faire des côtelettes de vous si vous avez le malheur d'avoir une peau bien douce. Voilà comment se termine l'histoire d'un des tueurs légendaires du territoire américain, Jeffrey Dahmer, alias le cannibale de Milwaukee. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et que l'histoire vous aura intéressé. Moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.